L'intelligence artificielle, on a l'impression que c'est partout, vraiment partout en ce moment. Ah oui, on n'entend que ça. Mais au-delà des gros titres, ça change déjà concrètement la vie de millions d'élèves et d'enseignants. C'est ça. Aujourd'hui, on plonge dans une pile de sources vraiment, vraiment éclairantes, des articles universitaires, des analyses de fonds d'Education Week, des guides pratiques et même une étude assez pointue sur les biais des algorithmes. Un dossier très complet. On va essayer de voir clair dans ce qui ressemble à la fois à une révolution et, et un champ de mine. Hmm. Et pour saisir l'urgence, il y a un chiffre qui m'a vraiment sauté aux yeux. Les sources indiquent que 93% des districts scolaires et 85% des enseignants aux États-Unis utilisent déjà l'IA. C'est énorme. Ce n'est plus le futur, c'est maintenant. Exactement. Et ce qui est fascinant dans tous ces documents, c'est cette tension permanente. Oui, D'un côté, on a des promesses qui, franchement, donnent le vertige, une vision presque utopique de l'éducation, et de l'autre, et de l'autre, des avertissements très directs sur des risques qui peuvent saper les fondements même de l'équité de l'apprentissage. d'accord. Notre parcours aujourd'hui, ça va être de naviguer un peu entre ces deux pôles, la promesse immense et les défis qui le sont tout autant. Parfait. Alors, commençons par le côté qui fait rêver. En lisant ça, j'avoue que l'enthousiasme est contagieux, surtout quand on parle de personnaliser l'apprentissage. Ah oui, C'est un peu le Graal de la pédagogie, non? c'est exactement ça. C'est la promesse centrale qu'on retrouve partout. L'apprentissage dit hyper personnalisé. Hyper personnalisé. L'idée, c'est de sortir de ce modèle de l'enseignement pour la moyenne. Où l'on s'adresse au milieu de la classe et on perd un peu les autres. Voilà, on perd inévitablement les élèves qui ont des difficultés et de l'autre côté ceux qui s'ennuient parce qu'ils sont plus rapides. D'accord. Et des plateformes comme Dreambox ou Smart Sparrow, qui sont citées dans nos sources, analysent en temps réel les réponses d'un élève. Et elles ajustaient le tir. C'est ça, elles ajustent la difficulté, le type d'exercice. Si un élève bloque sur une notion, le système propose une autre approche, une vidéo, un exercice plus simple. Et s'il va très vite? S'il file à toute vitesse, on lui donne des défis plus complexes. Ah, dans ça, c'est le rêve de tout enseignant. Avoir une sorte d'assistant pour chaque élève. Un tuteur personnel en quelque sorte. Fini la classe uniquement, court après le temps. Et justement, pour les profs, les sources parlent d'un vrai soulagement. C'est le deuxième grand pilier de la promesse IA, l'efficacité. Oui, la fameuse charge de travail. Un sujet brûlant, on le sait. Et l'IA est présentée comme une partie de la solution. Elle peut automatiser une masse de tâches chronophages. La notation, j'imagine. La plus évidente, c'est la notation. Des outils comme Gradescope peuvent corriger des centaines de QCM en quelques secondes, mais aussi analyser des réponses plus complexes. Mais ça va plus loin que ça. Ah oui, planification des emplois du temps, génération de rapports de suivi pour les parents. D'ailleurs, il y a un chiffre qui m'a vraiment marqué. 65% des enseignants voient l'IA comme une bouée de sauvetage pour gérer leur charge de travail. 65%, c'est énorme. On ne parle pas d'un gadget, là. C'est une réponse à un problème de burn-out systémique. C'est l'idée. L'idée, c'est que la machine fait le travail administratif pour que les humains puissent être Plus humain. C'est l'argument principal, libérer du temps, non pas pour travailler moins, mais pour travailler mieux. pour avoir plus de temps pour des discussions en tête-à-tête avec un élève, par exemple. Voilà. Ou pour préparer des projets créatifs, faire du mentorat. Et ça nous amène au troisième avantage, rendre l'éducation plus engageante et plus accessible. Ah oui, On parle de gamification avec des apps comme Kahoot ou Classcraft qui transforment les révisions en jeux. ça plaît beaucoup aux élèves. Et puis il y a le plus profond, je trouve, c'est l'accessibilité. Des outils comme Nota peuvent transcrire un cours en direct pour un élève malentendant. C'est fantastique, ça. Et d'autres comme Dissolve qui aident à détecter très tôt les signes de dyslexie. En fait, l'IA peut faire tomber des barrières qui semblaient insurmontables. Ok, la théorie est belle. Mais concrètement, dans une salle de classe aujourd'hui, ça ressemble à quoi? Les sources listent des dizaines d'applications, c'est une vraie jambe. Oui. Alors, on peut les regrouper pour y voir plus clair. Le premier grand domaine, c'est l'instruction elle-même. Le cours, quoi. Le cours, exactement. On a des systèmes de tutorat intelligents comme Carnegie Learning. C'est un peu comme un prof particulier disponible 24 heures sur 24. Pratique. Et puis, il y a des outils de création de contenu pour les profs. Magic School AI, par exemple. Magic School AI, j'ai vu passer ça. C'est le genre d'outil qui peut faire gagner un temps fou. Un temps fou. Ça peut aider un enseignant à générer un plan de cours, des exercices, un quiz sur un sujet précis en quelques minutes. Mais là où ça devient vraiment de la science-fiction, c'est quand les sources parlent des laboratoires virtuels, comme Labster.
Ah, Labster, c'est fascinant. On peut faire des expériences de chimie complexes sur son ordinateur, sans aucun risque. On simule des réactions chimiques, on dissèque une grenouille virtuelle. C'est ça. Et ça ouvre des possibilités incroyables pour les écoles qui n'ont pas les moyens d'avoir des labos de pointe. Et on peut aller encore plus loin. Encore plus loin. Avec des visites de terrain virtuelles via Google Expeditions ou même des salles de classe en 3D dans le métavers, avec des plateformes comme Engage VR. On peut visiter la Rome antique ou l'intérieur d'une cellule humaine depuis sa chaise. Voilà, l'expérience immersive. L'évaluation. Ça, c'est souvent le point le plus sensible. Les sources parlent de notation automatisée, même pour des dissertations. Franchement, ça me paraît difficile à croire. Une machine peut vraiment juger de la subtilité d'un argument? C'est une excellente question. Et c'est là que la technologie est à la fois surprenante et limitée. C'est-à-dire? L'IA ne va pas apprécier la beauté d'une métaphore ou l'élégance du style comme un prof de littérature, non. D'accord. Mais elle est devenue redoutablement efficace pour analyser la structure d'un texte. La structure. Oui, la cohérence de l'argumentation, la pertinence des exemples, la présence de sources. Ah, donc elle vérifie l'architecture de la pensée, plus que la beauté des mots. C'est un correcteur hyper puissant. Voilà. Et à côté de ça, bien sûr, il y a tout l'arsenal pour l'intégrité académique. Turnitin pour détecter le plagiat. Ça, c'est déjà ancien. C'est ancien, mais les nouveaux outils peuvent aussi surveiller les examens en ligne de manière beaucoup plus fine pour prévenir la triche. C'est fou. On a parlé des cours, des notes, mais ça ne s'arrête pas à la porte de la classe, n'est-ce pas? Non, Les sources montrent que l'IA est en train de devenir le système nerveux de l'école tout entière. c'est tout à fait ça. C'est le troisième grand pôle, le soutien global et l'administration. Hmm. De nombreuses universités utilisent des chatbots, des agents conversationnels comme Mainstay, pour répondre 24 heures sur 24 aux questions des étudiants. Du genre, où est la bibliothèque? Ou c'est quand la date limite d'inscription? Exactement. Ça désengorge les services administratifs. Il y a aussi l'analyse prédictive. Pour identifier les élèves en difficulté? Oui, pour identifier les élèves qui montrent des signes de risque de décrochage. Ça permet une intervention bien avant qu'il ne soit trop tard. Et ça va jusqu'à l'opérationnel, j'ai vu. Ah oui, optimiser les itinéraires des bus scolaires avec SafeStop ou aider à gérer les budgets avec AlonView, l'IA s'infiltre vraiment partout. Ok, là je suis assez bluffée par le potentiel. Le gain de temps, la personnalisation, l'accessibilité, c'est très convaincant. C'est le côté lumineux. Mais en lisant l'autre partie de nos sources, notamment l'étude sur les biais, on a l'impression de lire une histoire complètement différente. Presque un scénario catastrophe. Oui. Comment est-ce qu'on réconcilie ces deux visions l'IA? Eh bien, on ne les réconcilie pas, on les confronte. C'est là que ça devient complexe. Le risque le plus profond et le plus difficile à voir, c'est le biais algorithmique. Le biais. L'IA n'est pas un juge objectif et neutre. C'est un système qui apprend à partir de données. Et ces données, ce sont des décennies de décisions humaines, de textes. Qui sont le reflet de notre société, avec tous ses préjugés. Voilà. Qu'ils soient raciaux, sociaux ou de genre. L'IA apprend de nos biais, et pire, elle peut les systématiser et les amplifier à grande échelle. Et ça a des conséquences concrètes, documentées. Malheureusement, oui. Les sources sont claires là-dessus. On a vu des logiciels d'aide à l'admission dans des universités qui pénalisaient systématiquement les candidats de certains quartiers. Simplement à cause de leur adresse? Simplement parce que les données historiques montraient que moins de candidats de ces groupes avaient réussi par le passé. C'est terrible. On a des systèmes de notation qui peuvent être biaisés par des tournures de phrases, typiques d'élèves non anglophones. Mais l'exemple le plus glaçant vient de l'étude de recherche. Lequel? Certains systèmes d'alerte pour le décrochage scolaire identifiaient les étudiants noirs comme étant à haut risque 4 fois plus souvent que leurs camarades blancs, 4 fois plus? à résultats scolaires équivalents. C'est terrible. L'outil censé créer de l'équité fait exactement l'inverse. Il industrialise un préjugé. C'est le danger. Au-delà de ça, il y a la question des données. On parle de la vie scolaire de millions d'enfants. C'est le deuxième danger majeur, la confidentialité. Les grands modèles de langage, les fameux LLM, ils apprennent en permanence. C'est-à-dire? Les sources expliquent que les conversations qu'un élève a avec un chatbot, les dissertations qu'il soumet, tout ça peut être absorbé par le modèle pour son propre entraînement. Donc la propriété intellectuelle d'un prof, les doutes d'un élève, tout ça peut se retrouver dans le cerveau de l'IA. Absolument. On risque des fuites de données sensibles. Et s'ajoute à ça l'effet boîte noire. La boîte noire. Pour les modèles les plus complexes, même les créateurs ne peuvent pas expliquer à 100% comment l'IA est arrivée à une décision. S'il y a une erreur, qui est responsable?
Donc en gros, non seulement nos données peuvent être utilisées, mais en plus, on ne sait même pas comment la machine prend ses décisions. Ça pose un énorme problème de redevabilité. Un très gros problème. Et sur le plan humain, qu'est-ce que ça change dans la relation prof-élève? C'est la grande crainte du corps enseignant. Le rapport d'Education Week est frappant. 70% des profs ont peur que la surutilisation de l'IA affaiblisse la pensée critique. Si on peut avoir un résumé parfait d'un livre en 3 clics, pourquoi faire l'effort de lire? Exactement. Pourquoi synthétiser, structurer sa propre pensée? C'est le risque de l'atrophie intellectuelle. Et il y a la déconnexion aussi. La déconnexion. Dans la même étude, 50% des élèves disent se sentir moins connectés à leurs enseignants et à leurs camarades avec l'usage de l'IA. C'est le paradoxe. On a un outil de connexion ultime qui risque de créer de la solitude. Sans compter qu'il risque de creuser les inégalités, j'imagine. C'est le dernier point, et non des moindres. L'amplification de la fracture numérique. Hmm. Les meilleures IA sont souvent payantes. Elles nécessitent du matériel récent, une bonne connexion Internet. Les écoles des quartiers favorisés auront accès à des outils surpuissants. Pendant que les autres devront se contenter de versions gratuites, voire de rien du tout. L'écart pourrait se creuser de manière dramatique. Bon, face à ce tableau, d'un côté la promesse incroyable, de l'autre des dangers bien réels, la question c'est, on fait quoi? On ne va pas interdire la technologie, c'est illusoire. C'est impossible. Alors, comment les écoles peuvent-elles naviguer là-dedans? Les sources convergent vers une approche qu'un titre résume par « de la panique au progrès ». La première étape, absolument fondamentale, c'est d'établir des politiques claires. Et on en est où là-dessus? Le constat est un peu effrayant. Près de la moitié des enseignants disent que leur district n'a aucune politique sur l'IA. La moitié? C'est de l'improvisation totale alors. Chaque prof se débrouille dans son coin? C'est un peu ça. Et à quoi ressemblerait une bonne politique IA? Alors, elle doit être co-construite avec les profs, les parents, des experts, et surtout elle doit être souple parce que la technologie évolue tous les 3 mois. D'accord. Et les points clés? Les points clés sont garantir un accès équitable, exiger des audits réguliers des outils pour déceler les biais, avoir des règles en béton sur la protection des données, et bien sûr définir ce qu'est un usage acceptable et ce qui relève de la triche. D'accord. Mais une politique dans un tiroir, ça ne change rien. Il faut que les gens sur le terrain sachent comment l'appliquer. Vous mettez le doigt sur le deuxième pilier, qui est tout aussi urgent, la formation. La littératie en IA, comme on dit. Exactement. Et là aussi, le fossé est immense. 59% des enseignants n'ont reçu aucune formation sur le sujet. C'est énorme. Moins de la moitié des élèves ont eu une discussion encadrée à l'école sur ce que sont ces outils. Et une bonne formation, ça ne serait pas juste un tutoriel comment cliquer sur ce bouton. Surtout pas. Elle doit porter sur l'éthique, sur comment repérer une information biaisée générée par une IA, sur la protection de sa vie privée. L'objectif, c'est de former ce qu'un article appelle un savant 2.0. Un savant 2.0. Quelqu'un qui ne subit pas l'IA, mais l'utilise comme un partenaire critique. Et ça m'amène au point qui, pour moi, changeait tout. Si une IA peut produire le devoir parfait, comment est-ce qu'on évalue l'apprentissage? Tout le système de notation basé sur le produit final est à réinventer, non? C'est le changement le plus profond et le plus nécessaire. Il faut passer de l'évaluation du produit, la dissertation finie, à l'évaluation du processus. Et concrètement, ça veut dire quoi? Les sources proposent des pistes, utiliser des portfolios où l'élève documente toutes les étapes de sa recherche, y compris ses brouillons, ses erreurs. Rendre le cheminement de la pensée visible. C'est ça. Organiser plus de présentations orales avec des questions-réponses en direct où l'on voit si l'élève maîtrise vraiment son sujet. L'idée, c'est de voir le processus, car c'est quelque chose que l'IA, pour l'instant, ne peut pas simuler. Et on se concentre sur les compétences que la machine n'a pas. Le jugement critique, la capacité à synthétiser des sources contradictoires, la créativité. Tout ce qui fait notre humanité. Donc si je résume notre discussion, on n'est ni dans un film de science-fiction utopique, ni dans un scénario à la Terminator. Non, heureusement. On est face à un outil d'une puissance inédite qui est un amplificateur. Il peut amplifier le meilleur de l'éducation, la personnalisation, la créativité, mais aussi le pire. Oui, les préjugés, les inégalités, la déshumanisation. C'est la conclusion qui se dégage de toutes ces lectures. Le succès de cette transition ne dépendra pas de la qualité de la technologie, Mais de la qualité de notre gouvernance.
La voie à suivre n'est ni la peur qui paralyse, ni une adoption naïve et sans garde-fou. C'est une intégration réfléchie, critique et humaine. Et qui repose sur ces 3 chantiers. Des règles claires, de la formation massive et une refonte de ce que réussir à l'école veut dire. Et pour finir, il y a une question qui me reste en tête après avoir lu tout ça. Une pensée un peu provocatrice. Hmm. On a beaucoup parlé de l'IA qui aide le prof ou qui évalue l'élève. Mais que se passera-t-il quand l'IA deviendra le principal instructeur pour certaines matières? C'est une bonne question. Si un tuteur IA, patient, disponible 24h/24 et parfaitement adapté à chaque élève devient objectivement plus efficace qu'un humain pour enseigner les bases de l'algèbre ou les dates de l'histoire, quel sera alors le rôle irremplaçable, la valeur ajoutée unique d'un éducateur humain dans 10 ans?